Merci déjà à CloudSud de m'accueillir. On va parler de machine learning. Alors, petite introduction pour commencer. Attendez que je me mette une configuration. Voilà. Alors, donc je m'appelle Laurent Picard. Je suis développeur advocate chez Google Cloud depuis bientôt 4 ans. Et avant ça, dans une vie précédente, j'étais pionnier du livre électronique depuis 1999. Ça m'a occupé 17 années de ma vie. Donc, quand vous mettez le doigt dans quelque chose de passionnant, ça peut vous occuper très très longtemps. Et depuis quelques années, j'ai décidé de me concentrer sur les technos du cloud. Et une des technos magnifiques et toujours ébahissante dans le cloud, c'est le machine learning. Voilà. Et donc, c'est l'objet du talk aujourd'hui ce dont je voudrais vous parler. Cette citation représente vraiment exactement mon sentiment, et encore après quelques années où je regarde de près des solutions de machine learning appliquées, magiques. Donc, assez souvent, et malgré le fait d'avoir vu des applications, d'avoir vu des solutions qui fonctionnent avec du machine learning, quand il y a des nouvelles itérations, des petites innovations, je trouve ça toujours bluffant, euh, magique, selon cette citation. Mais en fait, il suffit de gratter un petit peu et ce n'est que de la technologie et on s'y connaît tous en techno. Donc voilà, donc mon objectif aujourd'hui, c'est de faire un tour d'horizon de ce que vous pouvez faire en tant que développeur, mais sans aucune expertise en machine learning. D'accord. Alors, ma définition du machine learning, c'est la suivante. En entrée, vous avez des données et en sortie, vous souhaitez avoir de l'information. Vous souhaitez comprendre ce qu'il y a dans vos données. Alors, c'est ma définition personnelle. Elle est plutôt, elle est pas tout à fait correcte. La définition des experts, c'est que le machine learning est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle et en particulier le deep learning. C'est ce qui a apporté la plupart des innovations des dernières années. Et ce sont la plupart des exemples que vous allez voir, c'est du deep learning. J'utiliserai le terme machine learning parce qu'il est très générique et qu'on le comprend en général. D'accord. Comment ça fonctionne? Comment le deep learning fonctionne? Le deep learning, à l'origine, il y a à peu près une bonne quarantaine d'années, les experts se sont dit, et si on essayait d'imiter, donc des chercheurs à l'époque, et si on essayait d'imiter la façon dont on pense que notre cerveau fonctionne, donc avec des synapses, avec des connexions et au final un réseau neuronal. Donc ils ont essayé d'imiter la façon dont notre cerveau fonctionne, et pour ça il y a besoin d'exemples. On utilise des exemples, et ce sont ces exemples qui fabriquent, qui créent des connexions entre les neurones. Si vous y réfléchissez un instant, c'est la façon dont on apprend en grande majorité quand on est petit. On apprend en voyant sa famille, ses amis, ses professeurs nous montrer des exemples, nous expliquer des choses. Mais c'est énormément à partir d'exemples que l'on apprend. Même adulte, moi, quand j'ai voulu faire des travaux chez moi, j'ai regardé des tutos, j'ai regardé des vidéos sur le web, j'ai vu des exemples, j'ai vu comment c'était fait. Et c'est ça qui m'a permis de le reproduire. Et quelque part, indirectement, ça a construit des connexions. Bien sûr, il y a besoin de mémoire. J'ai mémorisé certaines informations, mais ça a créé des nouvelles connexions qui m'ont permis plus tard de reproduire des gestes ou des choses comme ça. Et le résultat magique, c'est qu'on arrive à résoudre des problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre avant ou beaucoup moins bien. Et on arrive à les résoudre sans forcément explicitement connaître la réponse. Mais ce qui est magique, c'est qu'on arrive à résoudre le problème. OK. Voilà. Pourquoi c'est possible aujourd'hui? Eh bien, on hérite bien sûr de siècles de sciences et d'algorithmes. On hérite de décennies de spécialisation dans le domaine de l'intelligence artificielle. Depuis une bonne vingtaine d'années, on est capable de stocker des données, donc ce qui est regroupé ici sous le vocable Big Data. On peut stocker des grandes masses d'informations et depuis une dizaine d'années, on est capable de les traiter avec des puissances de calcul phénoménales, même en local aujourd'hui, mais encore plus importantes dans le cloud. OK. Alors, si on prend un peu de recul, quel est l'état de l'art aujourd'hui? Si vous pouvez tout à fait développer de l'expertise dans le domaine du machine learning et vous allez traiter de réseaux neuronaux. Il y a énorme, je pense que maintenant dans les écoles d'ingé, les écoles de développeurs, on touche à ça et il y a des chapitres spécialisés. Donc vous avez probablement déjà une connaissance
certaines du domaine, mais vous pouvez vous spécialiser. Et si moi j'avais une vingtaine d'années, probablement je passerais tout mon temps là-dessus et je me spécialiserais dessus, et peut-être pour une vingtaine d'années de plus. À l'autre bout, si vous êtes un développeur mais que vous n'avez pas développé d'expertise dans le domaine du machine learning, en fait, vous pouvez quand même développer des solutions plus intelligentes et intégrer des modèles de machine learning dans vos solutions indirectement sous la forme d'API. Ces API de machine learning sont des modèles pré-entraînés qui existent et que vous pouvez utiliser en temps réel en faisant de simples requêtes web. D'accord? Et entre les deux, un nouveau champ qui a démarré il y a quelques années, qui s'appelle AutoML, c'est un terme générique que beaucoup reprennent. Et AutoML va vous permettre de construire vos propres modèles personnalisés, même sans avoir l'expertise des experts. Et ce schéma, il est assez intéressant, puisqu'au sein d'une entreprise, ça vous permet de travailler en équipe de différentes façons. Peut-être que les experts vont pouvoir se concentrer sur de l'innovation, sur développer des solutions qui ont de la valeur ajoutée. Et les autres équipes vont pouvoir peut-être construire des modèles sur des problèmes connus, des modèles qui auront en plus des résultats qualitatifs supérieurs à ce qu'auraient peut-être fait les experts de l'équipe. OK. Et donc, moi, ce que je souhaite vous montrer dans la présentation qui suit, ce sont ces briques de base. Vous pouvez vraiment voir comme des briques de Lego. Vous pouvez prendre une brique, l'intégrer à votre solution et la rendre plus intelligente. OK. Alors, on va commencer avec les API de machine learning. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat en direct. J'essaierai d'y répondre si je les vois à temps et si ça s'insère. Sinon, bah, j'essaierai de reparcourir les questions à la fin du chat et d'y répondre. Donc, si vous vous souvenez de ma définition du machine learning, vous avez des données en entrée. Ces données, ça peut être du texte, des images, de la vidéo et même de la voix. D'accord? Et en sortie, vous obtenez de l'information, donc vous comprenez ce qu'il y a dans votre flux d'entrée. Et parfois, l'information que vous souhaitez, c'est votre flux d'entrée sous une autre forme. D'accord? Donc, je vais vous montrer beaucoup d'exemples, maximum d'exemples dans le temps imparti pour que vous puissiez mémoriser et puis peut-être construire des petites connexions dans votre réseau neuronal personnel. Alors, je commence avec le modèle Vision, un modèle, donc une API Vision, parce que pour des raisons personnelles, ça m'est très très cher. Alors, j'ai eu la chance quand j'étais étudiant dans les années 90 d'avoir des profs de l'INRIA et à l'époque, on essayait de résoudre ce problème-là, de comprendre ce qu'il y avait dans des images. Et à l'époque, les outils qu'on avait à notre disposition, c'était des filtres de convolution. Donc, on pouvait appliquer des fils de convolution et on essayait de détecter les contours dans une image. Donc j'ai fait cette slide-là hier. J'ai essayé de reproduire ce qu'on faisait dans les années 90 sur cette photo que j'ai prise qui vient du web, qui est Hobbiton en Nouvelle-Zélande. En appliquant un fil de convolution, bah, voilà ce que j'obtiens. J'arrive à avoir les contours des images, donc des différences de contraste essentiellement. Et à partir de ces contours, c'est quand même assez difficile. Donc là, nous, on arrive à comprendre toujours que c'est la même image, mais du point de vue informatique, c'est assez difficile de reconnaître des objets là-dedans. Donc à l'époque, on arrivait à faire certaines choses. Donc par exemple, si vous avez une pomme ou une orange dans une image, vous allez réussir à comprendre à peu près le contour, à l'isoler, etc. Mais dès que vous utilisez une image comme celle-là, ça devient impossible, ça ne marche plus, et d'autant plus si vous fournissez des nouvelles images à votre algorithme, il va être perdu. Le machine learning résout ce problème-là aujourd'hui de façon très intéressante. Donc déjà de prime abord, un modèle vision est capable de vous décrire l'image. Donc sur cette image, ce que me dit l'API Vision, c'est que cette image parle de nature, de fleurs, de jardin, etc. Là, vous voyez le flux JSON que j'obtiens comme résultat. J'ai un indice de confiance à 95%, ça parle de nature, à 91% de fleurs, c'est parfait. Plus précisément, comme on est capable aujourd'hui de browser le web et d'avoir énormément d'informations qui est publique, si je prends la même image mais que je la modifie, je zoome dedans, je la recadre, j'applique un filtre, je l'inverse horizontalement, donc cette image est totalement différente, il n'y a aucun pixel en commun, nous on reconnaît que c'est la même image, et bien un modèle vision est capable de reconnaître que c'est la même image qu'une autre qui existe, et il est capable par exemple de me dire que probablement cette image a été prise en Nouvelle-Zélande à Hobbiton. Donc Hobbiton, c'est là où les films du Seigneur des Anneaux ont été tournés. Vous voyez. Encore plus précisément, donc c'est ce que moi j'ai essayé de faire il y a
une bonne trentaine d'années, la détection d'objets. Donc un modèle vision est capable de détecter des objets ou des personnes précisément et de vous les détourer, vous donner leur localisation au sein de l'image. Donc là, vous voyez, j'ai un certain nombre de personnes à 90%, 80%, etc. Ça me dit également qu'il y a des pantalons ici ou des hauts, et même ici un lustre et une personne dans l'arrière-plan, avec un indice de confiance à chaque fois. Encore plus précisément, s'il y a des visages, le modèle vision va vous détecter les visages, donc ça vous permet éventuellement de les compter par exemple, vous donne la position précise du visage avec un gros plan ou un plan plus éloigné, donc ça vous permet, et ça on le verra tout à l'heure, éventuellement de recadrer les images uniquement sur des visages. Et encore plus précisément, on peut tenter de reconnaître des émotions. Donc là, il y a 4 émotions génériques de reconnues. Et ce que ça me dit, c'est que probablement ce visage, probablement, est en colère. Et bon, bah, c'est une vue 3D de Gollum. Et Gollum est tout le temps en colère. Donc ça, c'est correct. Donc il y a d'autres éléments, on a la profondeur, donc on arrive à vous dire où se situent les yeux, le nez, la bouche, etc., à quelle profondeur de l'image. Voilà, donc il y a énormément d'informations et encore plus sur les images. Un autre champ, et là, moi j'ai déjà utilisé des moteurs par le passé, un autre champ qui est résolu grâce au machine learning aujourd'hui, c'est la détection de texte, donc OCR. Et c'est quasiment, les résultats sont extrêmement bons, j'allais dire, c'est quasiment parfait. Lorsque le texte est propre, ça ne fait aucune erreur. Ici, c'est un screenshot d'une page web. Et ce que me dit l'API Vision, c'est qu'il y a 3 blocs de texte avec différentes phrases au sein de ces blocs de texte, différents mots, différents symboles. Et donc, j'ai absolument tous les niveaux qui sont détectés. Il n'y a aucune erreur qui est faite là. Alors j'essaie toujours un peu de voir les limites du modèle. Nous-mêmes, en tant qu'être humain, on a des limites. Les modèles de machine learning ont à peu près les mêmes limites. En appliquant un filtre, un effet de perspective à ce screenshot, ça marche toujours très très bien. La petite différence que j'obtiens, c'est les guillemets, par exemple. Les guillemets anglais ici, sont reconnus comme un apostrophe. Donc on va dire que ça fait une erreur minime par rapport à tout à l'heure, mais le résultat est toujours extrêmement bon. Le niveau d'après, c'est l'écriture manuscrite. Et ça fonctionne déjà depuis quelques années. Ici, c'est un manuscrit de Tolkien, écrit par Tolkien, qui est plutôt bien écrit, mais qui est écrit dans une fonte, on va dire, qui n'est pas tout à fait traditionnelle, ou pas courante sur les pages web, qui est vraiment de l'écriture manuscrite. Et donc là, j'obtiens un résultat qui est très bon. Il y a quelques erreurs. Donc là, par exemple, idéalement, j'aimerais bien qu'on me dise que c'est un seul bloc de texte. Il y a une petite erreur ici sur Shadows. Le W est reconnu comme un V. Il n'y a pas d'analyse lexicale qui est faite. C'est de l'analyse basée sur du machine learning. Donc, vous pouvez toujours appliquer des choses derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, il y avait 2 erreurs de plus. Donc, les modèles de machine learning aussi apprennent, s'améliorent avec le temps. Et ça c'est super intéressant puisque ça veut dire que comme nous, on s'améliore avec le temps en apprenant avec plus d'exemples. Quand on fournit plus d'exemples à un modèle de machine learning, un nouvel entraînement va faire que ce modèle va converger vers des meilleurs résultats. Et donc peut-être que dans 6 mois, ce modèle ne fera plus l'erreur sur Shadows. Ok. Alors également quelque chose de très très intéressant, c'est comme dans les informations publiques, on arrive à avoir des informations textuelles et visuelles parce qu'une image est toujours dans un contexte textuel. On peut faire de la détection d'entités sur des photos. Donc là, ça, c'est une image très rare que je n'avais jamais vue, que j'ai trouvée. Elle a été utilisée une seule fois dans un journal, un article espagnol. Et donc, je l'ai repris, je l'ai inversé, j'ai filtré, j'ai zoomé, j'ai recadré, j'ai changé les couleurs. Eh bien, le modèle vision, quand même, arrive à reconnaître que cette image ressemble à une autre image et arrive à me dire que probablement cette image parle de Tolkien. Et c'est vrai, c'est bien Tolkien qui est dans l'image. Le modèle vision est aussi capable de me donner une liste d'images qui ressemblent à celle-là, donc soit des images dérivées de cette image-là, ou soit des images visuellement similaires avec une personne qui est dans une forêt, voire même une personne adossée contre un arbre. Ok, donc ça, moi je trouve ça assez bluffant. Et en tant que développeur, un truc génial, c'est que j'ai un ID, un identifiant unique qui m'identifie Tolkien ici. Donc ça veut dire que plutôt que de travailler avec du texte, et le texte varie. Un auteur une personnalité célèbre peut avoir un pseudo, peut avoir plusieurs noms. Ici, j'ai un identifiant unique qui, en fait, est l'identifiant du graphe de connaissances Google qui permet
qui nous permet de comprendre depuis 20 ans le contenu de pages web. Voilà. Donc là, j'ai un identifiant unique qui me permet de travailler de façon canonique avec l'entité Tolkien et avec les autres entités. Donc je vous ai dit que c'était une API web. Vous pouvez tout à fait donc faire une requête web à partir de n'importe quel client et obtenir le résultat sous forme gRPC, donc si vous connaissez les protobufs, ou sous forme classique avec une API REST, et donc vous obtenez un flux JSON. Mais on fournit en open source, et ça en général une bonne API le fait assez souvent, dans différents langages de programmation. Donc là, je pense que vous trouverez au moins un de vos langages préférés. En ce qui me concerne, c'est Python depuis quelques années. Je me concentre sur le langage Python. C'est à peu près toujours le même principe. Vous créez un client, vous fournissez le contenu d'entrée, donc ici une image, et vous appelez la fonctionnalité qui vous intéresse. Face detection, par exemple, ici, et vous avez les résultats que vous pouvez exploiter directement après. Vous avez la localisation des différents visages et également les émotions qui sont détectées. Donc vous pouvez faire des choses et on fera une démo un peu plus tard tous ensemble si vous êtes connectés avec moi. Ok, donc on fera ça un peu plus tard. Donc on a vu tout ce qui était, l'essentiel de ce que vous pouvez faire à partir d'images. Vous pouvez extrapoler sur les vidéos. Ça marche à peu près de la même façon, sauf que la différence essentielle, c'est que dans une vidéo, vous avez une dimension temporelle. Et donc, vous pouvez faire à peu près ce que vous avez vu auparavant dans les images, mais vous avez cette détection qui est faite au sein de segments, donc les différentes séquences qui composent votre vidéo. Et donc, chose intéressante également, vous pouvez, si un objet est détecté et localisé dans une frame, eh bien en fait, il va être détecté et suivi au sein des frames différentes qui suivent. D'accord. Je vais vous montrer juste une petite vidéo qui a été faite par un de mes collègues. Donc, bien sûr, si vous arrivez à comprendre ce qu'il y a dans un flux vidéo, ça signifie que vous êtes capable de l'indexer et de faire une recherche après. Donc voilà, là il y a un certain nombre de vidéos qui ont été passées à la moulinette de l'API Video Intelligence. Et voilà les résultats dans différentes vidéos, ce que j'obtiens. Alors celle-là, j'étais assez bluffé. Je la trouve assez intéressante. Donc c'est une vidéo. Donc vous voyez ici les différentes séquences. Et ici, il y a un cheval qui a été reconnu. Et assez bluffant pour moi, le cheval, là, il a différentes formes. Vous voyez, dessin au trait, est bien reconnu. Et après, ça passe en modélisation 3D. Et le cheval, on arrive à faire le suivi du cheval. Et alors là, la personne n'est pas détectée, mais alors c'est Rebelle, c'est pas réponse, c'est Rebelle, je crois qu'elle s'appelle. Ici, elle est bien reconnue. Donc là, on sait qu'il y a une personne sur un cheval dans cette vidéo. Ok. Donc ça c'est un tuto que j'ai écrit qui vous permet je vous donnerai les liens à la fin, qui vous permet, si ça vous intéresse, eh bien en fait de reproduire exactement ça en Python ou dans d'autres langages. Ici, par exemple, si je demande à faire du suivi d'objets, je fournis ça comme contexte, j'appelle annotate vidéo via mon client. Et alors pas en temps réel bien sûr parce que là il faut quand même parser la vidéo, mais dans un temps raisonnable qui est une fraction du temps de la vidéo, j'obtiens les résultats que je peux exploiter tout de suite après. Je vous donnerai un lien à la fin. J'ai fait une petite démo qui vous permet même d'extraire les différentes séquences sous forme d'animation. Donc ça c'est un GIF animé et donc ça vous permet par exemple d'extraire les objets les principaux d'une vidéo et de comprendre de cette vidéo ou même de les suivre précisément. Maintenant, on va parler du texte. Donc, on a vu ce que vous pouviez faire avec des images et des vidéos. On va parler du texte. C'est bien sûr le champ qui a été défriché en premier à partir du moment où on a eu des ordinateurs, puisque on traite de texte essentiellement. Tous les développeurs développent des programmes sur la base de texte. Donc, on va dire, c'est ce qui est le plus facile à travailler. Mais historiquement, on avait besoin de linguistes, langue par langue, pour réussir à comprendre ce qu'il y avait dans du texte. Aujourd'hui, le machine learning nous a permis d'aller à un niveau au-dessus. Alors donc, ça fonctionne sur des corpus entiers de texte, voire même des différents chapitres ou des livres entiers. Ici, j'ai fait un exemple sur une phrase. Donc, un modèle, c'est un champ qui s'appelle NLP, Natural Language Processing. Donc, le modèle NL ici, et bien sûr, me dit que la phrase est en anglais, mais il est capable de me donner la structure exacte de cette phrase et les relations entre les différents éléments.
Donc là, par exemple, je sais qu'il y a un verbe, que c'est le verbe to be. J'ai la forme canonique si je demande les lemmes. J'ai les noms, les adjectifs, les pronoms. J'ai même la ponctuation. Et éventuellement de faire une recherche sur des flux texte que vous avez et d'extraire tous les adjectifs, tous les verbes, tous les noms et de pouvoir les indexer, mais aussi de pouvoir faire des analyses un peu plus fines. Encore plus précisément, exactement comme dans les images auparavant, on peut faire de la détection d'entités. Alors les entités ici sont mappées aussi sur des classes. Donc par exemple ici j'ai trois groupes. Trois groupes. En rouge j'ai des personnes. Tolkien est détecté comme une personne. Et chose qui m'a bluffé quand j'ai vu ça au début, vous voyez ici, j'obtiens le même identifiant de Tolkien que dans l'image auparavant. Donc ça me permet de traiter les mêmes entités au sein d'images, de vidéos, si Tolkien était dans la vidéo, d'images de vidéo et de texte, en l'occurrence ici, avec un seul et même identifiant. Pour faire simple, une entité, si vous avez une page Wikipédia, vous êtes célèbre en quelque sorte et vous avez une entité web. Donc un écrivain est une personne exactement, un poète, etc. Donc tout ça est mappé sur la même entité. British ici est reconnu comme une localisation, c'est mappé sur le Royaume-Uni. Et chacun des trois livres à la fin de la phrase m'est reconnu comme une œuvre d'art. Et encore une fois, j'ai un identifiant avec le lien vers la page Wikipédia correspondante. OK. Alors de la même façon, on peut faire de la classification. Donc ça, c'est un thème très courant du machine learning, la classification. Tiens, mes données d'entrée, dans quoi je devrais les classifier? Et ici, ce texte est classifié à 97% sous livres et littérature. C'est parfait, c'est parfait. Donc ça me permet éventuellement de ranger mes différents corpus. Ça, c'est utilisé par des journaux, par exemple, qui ont scanné qui ont passé un OCR sur leurs journaux, parce qu'avant l'ère informatique, il n'y avait rien du tout, hein, on ne pouvait avoir que des photos, et qui ont donc passé tous leurs articles sous OCR et qui obtiennent donc une classification de leurs différents articles. Encore une fois, ça leur permet de les indexer très très facilement. Et enfin, le pendant de la reconnaissance d'émotions dans des images, ici, on est capable de vous donner un sentiment, le sentiment qui est reconnu dans du texte, positivement ou négativement ou neutre. Donc, pour illustrer ça, j'ai pris deux articles, deux critiques du Hobbit. Euh, une critique positive qui vient du New York Times et une critique négative qui vient d'un réseau social. Pauline a vraiment détesté le livre et donc si je donne les chapitres entiers à l'API NL, voici ce que j'obtiens. J'obtiens, donc là je vous l'ai montré sous forme au niveau des phrases, j'obtiens des indices entre -1 et +1. Les indices négatifs, bien sûr, sont les phrases négatives qui viennent bien de la critique de Pauline. Et plus je me rapproche de 1, plus c'est positif. Et ces phrases-là viennent bien de la critique du New York Times. Et bien sûr, j'ai en général une majorité de phrases neutres, puisqu'on est plutôt neutre en général. La limite de cette reconnaissance-là, c'est la même limite que la nôtre. Par exemple, le sarcasme. Si je vous écris quelque chose de sardonique dans le chat, donc ou une double négation ou quelque chose ou une litote, quelque chose qui est l'inverse de ce que je pense. Vous pouvez mal me comprendre si vous n'avez pas le contexte. Bon, c'est exactement la même chose. Plus vous avez de contexte et plus le modèle de machine learning est capable de comprendre le vrai sens. Voilà. Donc, le second degré, hein, c'est ce que je voulais dire. Le second degré, moi, mes enfants avaient du mal à comprendre le second degré, et ça peut toujours être le cas. Un modèle NL va peut-être avoir du mal à comprendre du second degré. Voilà comment vous pouvez utiliser un tel modèle. Vous finissez votre document, vous appelez Analyze Sentiment, et vous avez la réponse en quasi temps réel, et vous pouvez tout de suite exploiter les résultats. Ça, c'est utilisé par exemple par des sociétés qui analysent tout ce qu'on peut dire sur eux, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les emails qu'ils reçoivent de leurs clients, la façon dont on parle de leurs produits. Et par exemple, sur un service client, ça leur permet de réagir en priorité sur des emails négatifs et d'être beaucoup plus efficace.
Les emails positifs, bah, peut-être qu'on peut attendre quelques heures pour les lire l'après-midi. En revanche, ça leur permet de traiter les emails négatifs en priorité et donc de résoudre les problèmes, les vrais problèmes beaucoup plus vite. Ça leur permet de savoir comment on parle si on parle positivement ou négativement de leurs produits et de faire des statistiques et puis de voir aussi au fil du temps comment ça évolue. Ok. L'autre pendant, toujours sur le texte, c'est la traduction. Donc là, je vais aller vite. Je pense que vous avez tous utilisé au moins une fois dans votre vie Google Translate. Je vais juste partager une chose qui moi m'a bluffé. Donc avant de rejoindre Google et en 2016, j'utilisais Google Translate. Je traduisais notamment beaucoup de documents asiatiques en français ou en anglais. Et les résultats étaient OK, ça me permettait quand même d'avoir une traduction compréhensible. Et puis du jour au lendemain, en 2016, il s'est passé quelque chose. Je n'ai pas su quoi à l'époque, mais en fait, les résultats sont devenus très très bons et assez bluffants. C'est-à-dire les phrases, certaines phrases, on ne pouvait pas discerner, on ne pouvait pas savoir s'ils avaient été écrites par un vrai traducteur ou par une machine. Et en fait, ce qui s'est passé en 2016, c'est que l'équipe de Google Translate est passée d'un modèle qui était éminemment statistique, qui avait été construit avec des algorithmes et des stats, à un modèle de machine learning. Alors, un modèle machine learning, quelque part, il embarque des statistiques, mais il a appris beaucoup plus de choses. Il a appris à reconnaître des patterns, il a appris à les transposer. Et c'est ça qui a permis d'avoir des résultats qualitatifs bien meilleurs. Et depuis 2016, je pense que vous avez pu le constater si vous continuez de l'utiliser, Google Translate ne cesse de s'améliorer. Google Translate a de plus en plus d'exemples et donc ne cesse de s'améliorer au fil du temps. Et par exemple, vous-même, vous avez peut-être éventuellement amélioré Google Translate sans le savoir. Quand vous demandez une traduction, vous avez en dessous, vous pouvez donner du feedback. Vous pouvez par exemple dire sa traduction n'est pas bonne. Et ce simple fait-là permet en quelque sorte non pas de donner un contre-exemple, mais de dire que un résultat fourni est mauvais et donc permet de réentraîner de meilleure façon et de converger vers un autre résultat qui sera probablement meilleur. Et encore mieux, si vous donnez la traduction, bien là, vous aidez le modèle à fournir et à converger lors du prochain entraînement vers une solution encore meilleure et probablement ce sera celle que vous avez fournie. OK. Euh, alors, voici un exemple. Là, j'ai plus de commentaires dans mon code que de lignes de code. Il y a 2 lignes de code efficaces. Je crée un client et j'appelle Translate dessus et j'ai tout de suite ma traduction. Voilà. Donc ça c'est extrêmement confortable. Maintenant, les deux derniers modèles de machine learning pré-entraînés, bien en fait, ils traitent du langage. Et ça, c'est des choses aussi que moi j'ai utilisé. J'ai utilisé des moteurs de synthèse vocale il y a 20 ans. C'était extrêmement frustrant. Alors, donc avant ça, speech to text. Donc, vous parlez et votre voix est reconnue et retranscrite en texte. Bien grâce, ça fait, on va dire, 20 ans que ça existe, mais les sociétés qui s'étaient spécialisées sur le domaine se concentraient sur la reconnaissance de phonèmes. Et ça avait ses limites. Un modèle de machine learning va au-delà de ça, réussit à comprendre bien mieux. Et c'est assez bluffant. Aujourd'hui, vous êtes capable de parler à un assistant, quel que soit votre smartphone, je pense que les intègre tous. Vous avez maintenant des assistants que vous pouvez avoir à la maison avec des petits appareils avec un micro. Vous pouvez leur parler. Ce qui se passe, c'est que votre voix est retranscrite sous forme de texte. Juste après ça, le texte est analysé grâce à un modèle NL et on arrive, grâce à ça, à comprendre ce que vous avez dit. De la même façon, si on est capable de comprendre ce que vous avez dit, on est capable d'indexer totalement vos flux audio et au mot près. Donc, un bon modèle NL, un bon modèle speech to text va vous donner la position des différents mots dans le flux audio. Donc, ça veut dire que vous pouvez tout à fait faire une recherche dans des centaines d'heures de flux audio et retrouver ce qui a été prononcé par quelqu'un à un moment donné. Ok, donc ça c'est un autre tuto que j'ai écrit si ça vous intéresse. Vous y retrouverez ma voix, j'ai prononcé le début du corbeau et du renard que j'ai enregistré et ici, ça vous permet ces quelques lignes-là vous permettent d'avoir la retranscription. J'indique pour faciliter, pour avoir des meilleurs résultats que c'est un flux en français, mais vous pouvez aussi faire une demande de reconnaissance automatique. Ça, également quelque chose qui n'était pas du tout disponible par le passé. Je vais avoir un résultat avec la ponctuation,
avec des majuscules, des virgules, des points. Ça ne cesse de s'améliorer, c'est absolument génial parce qu'on obtient des vraies phrases. Et ça, c'est ce qui me permet, Enable Word Time Offset, d'avoir la position des différents mots. Et donc, vous voyez, mon début de flux audio, Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage, est reconnu à 93% et il n'y a pas d'erreur de retranscription. OK. Donc ce tuto, je vous donnerai les liens à la fin si vous voulez le reproduire ou voir enfin vous avez l'essentiel, vous avez le code ici, mais vous pourrez voir aussi toutes les autres fonctionnalités. Maintenant l'inverse, vous avez du texte en entrée et ce texte est prononcé grâce à une synthèse vocale. Et bien ça typiquement, moi je l'avais intégré il y a 20 ans au premier livre électronique. Je vous ai dit que j'étais un des pionniers. Donc ce premier livre électronique sur lequel on travaillait en 99, quand il est sorti dans le commerce, j'avais intégré un moteur de synthèse vocale. J'étais super fier. On pouvait appuyer sur lecture, les mots étaient synchronisés, vous entendiez l'ouvrage, mais en fait, ce que ça vous disait, c'était Alice au pays des merveilles, etc., etc. C'était assez insupportable, et donc ça fonctionnait techniquement, mais c'était un gadget, on l'utilisait 30 secondes et on arrêtait. Aujourd'hui, vous avez des voix absolument bluffantes, et notamment grâce à DeepMind. Donc DeepMind, vous les connaissez peut-être grâce parce qu'ils ont battu le champion du monde du jeu de Go, qui est un jeu avec une complexité même supérieure au jeu d'échecs. Ces dernières années, ils ont battu des gamers, des champions à StarCraft. Ils ont réussi à les battre à un jeu qu'ils maîtrisent parfaitement, où il faut apprendre à lire ce qu'il y a sur une carte, à reconnaître, à élaborer des stratégies. La spécialité de DeepMind, c'est de partir de zéro et d'apprendre et de construire un modèle personnalisé sur des domaines précis. Et là, je dois avouer malheureusement que c'est le modèle le plus perfectionné. Je suis un peu jaloux parce que moi, le modèle Vision, il est très très bon, mais il y a encore matière à l'améliorer. Mais là, honnêtement, il y a quasiment rien à améliorer. Il est très très difficile de faire la différence. Le flux audio généré par le text-to-speech. Donc la techno s'appelle WaveNet, ce sont des voix WaveNet. Si vous avez un assistant Google Home, si vous avez un Google Home à la maison, là c'est une voix WaveNet. Et ces voix sont extrêmement naturelles. On s'en rend pas compte puisqu'en fait c'est naturel, tout va bien, ça fonctionne. Mais quand vous interrogez, quand vous obtenez un résultat WaveNet, eh bien en fait vous avez l'impression que ça fonctionne. Vous posez pas de questions, c'est extrêmement naturel et ça permet éventuellement de lire des livres audio. Un autre challenge rempli par DeepMind, c'est que quand vous faites appel à l'API, en une seconde, vous arrivez à générer 20 secondes de flux audio. Donc c'est même mieux que du temps réel, donc ça va extrêmement vite. Donc là, je crois que je peux pas partager le flux audio, mais on a un petit jeu on avait un petit jeu avec mes collègues, c'est que on a des dizaines d'échantillons euh, de la voix d'origine de la personne qui a été enregistrée et de la voix qui a été régénérée à partir de la même phrase, et c'est assez difficile. Une fois sur deux, on se trompe, donc ça veut dire que c'est extrêmement bluffant, que c'est vraiment du niveau d'une voix humaine. Ok, je vais vous faire une petite démo. Et au moins entendre ma voix. Vous n'obtiendrez peut-être pas parce qu'en fait, je cherche à illustrer quelque chose, donc je vais je vais parler en français. Si vous n'avez pas remarqué, vous pouvez faire des recherches vocales. Donc là, je vais sur la page de recherche. Ah, bizarre que j'ai un ralentissement. Ok. Alors, donc vous voyez là, ici, je peux faire une recherche. Je suis bien sur Google en français, donc je vais faire une recherche en français. D'accord. Et je vais faire exprès d'utiliser un accent. Donc je vais poser une question comme si j'étais un Britannique. OK. Quelle est la température à Paris? Voilà. Et là, j'obtiens le résultat. Donc, je ne sais pas si vous avez pu voir avec la bande passante et le nombre de frames, mais en fait, j'ai obtenu des résultats en temps réel quand j'ai prononcé quelle est la température. Éventuellement, au début du mot prononcé, c'était pas le bon résultat, mais à la fin, la phrase est parfaite. Et donc derrière ça, vous pouvez tout à fait utiliser un modèle NL et comprendre exactement ce qui a été prononcé. Il y a une encapsulation de ces briques de base qui s'appelle Dialogflow qui permet de faire des chatbots, par exemple, de pouvoir reconnaître des intentions
et de développer différents scénarios. Donc, c'est utilisé par des banques, etc., pour pouvoir filtrer et obtenir un certain nombre d'informations, voire même fournir des réponses automatiques. Et c'est exactement ce que fait un assistant sur un smartphone aujourd'hui ou sur un appareil dédié. OK. Voilà, ça c'est un autre tuto que j'ai écrit pour montrer la génération de texte. Il y a besoin que de cette ligne-là. Vous voyez, j'ai une petite routine pour générer des fichiers Wave et vous avez juste à indiquer la voix qui vous intéresse. Et bien sûr, ça supporte énormément de langues. Je crois on a dépassé on doit être à 42 langues aujourd'hui. Et pour chaque langue, il y a en général différentes voix. Et par exemple, en français, on a le français, on a le français canadien, et puis en anglais, vous avez l'australien, le britannique, l'anglais indien, puisque l'anglais est parlé en Inde, et puis bien sûr l'anglais américain. Voilà. Je vous donnerai encore une fois ce lien-là à la fin. OK. Et donc, vous avez vu ce qui est possible de faire, ce qu'il est possible de faire avec des modèles pré-entraînés. Donc, c'est vraiment l'état de l'art. Ces modèles sont améliorés en permanence. Ce sont des très, très gros modèles qui tournent sur des instances prêtes à l'emploi et vous obtenez des résultats en faisant des demandes. Mais dans certains cas, ça ne va pas fonctionner ça va être insuffisant pour vos cas d'usage. Donc, par exemple, donc si j'ai envie de faire une application météo, qui utilise des images. Donc, vous prenez une photo du ciel chez vous. Et je sais que suivant la forme de certains nuages, je peux en déduire la météo qu'il va faire dans les heures qui vont suivre. Ça, il y a des gens qui savent faire ça à la campagne. Moi, je n'ai pas du tout cette connaissance-là. Mais en fait, si je donne des images à l'API Vision, au modèle Vision, il va me donner à peu près les mêmes résultats. Donc ici, ça ne marche pas parce que ce sont des images différentes, mais ce sont des images de nuages dans le ciel. Si j'ai envie de reconnaître la forme de ces nuages, savoir que j'ai un cirrus en haut et un altocumulus en bas, je suis coincé. Et c'est là où les techniques AutoML vous permettent d'aller plus loin. Alors, comment ça fonctionne? Donc, cette fois-ci, vous avez besoin de travailler un petit peu plus. Il n'y a pas simplement l'utilisation d'une API, vous avez besoin de construire votre dataset privé. Et donc, suivant le domaine, vous allez fournir des images, des vidéos, du texte ou des données. Et vous allez pouvoir lancer un entraînement automatique. Voilà. Et donc, suite à cet entraînement, vous allez avoir le choix soit de créer un modèle lorsque vous lancez l'entraînement, un modèle cloud ou un modèle edge. Le modèle cloud va vous permettre de générer une API, donc de servir une API à la demande ou en mode batch. Vous pouvez tout à fait faire des demandes de prédiction en tâche de fond quand vous en avez besoin. Mais, et ça, on va le voir tout de suite après parce que j'ai fait un petit modèle comme ça. Vous pouvez avoir une API exactement comme les API précédentes que vous avez vues sur des fonctions propres. Et donc, en l'occurrence, là, pouvoir classifier, reconnaître la forme d'un nuage. Quel est le type de nuage que j'ai dans une photo? Si vous choisissez un modèle Edge, cette fois-ci, ça va être un modèle plus petit qui va être entraîné, mais un modèle que vous allez pouvoir exporter. Et si vous pouvez l'exporter, vous pouvez le faire tourner dans une application mobile, donc que ce soit sous Android ou iOS. Vous allez pouvoir le faire tourner dans un container, donc encapsuler ça dans un Dockerfile et le faire tourner à peu près n'importe où. Et aussi, avec un export TensorFlow.js, vous allez pouvoir faire tourner ça dans une page web. Donc, ça signifie qu'à partir du moment où vous avez exporté votre modèle et qu'il est à l'endroit où vous voulez le faire tourner, vous pouvez non seulement faire du temps réel, mais en plus, vous pouvez faire du offline. D'accord. Et moi, quand j'ai vu qu'on pouvait faire ça dans une page web, ça m'a totalement bluffé et ça fonctionne très, 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 très bien. Je vais vous montrer ça. Donc, je vous disais, on construit un dataset. Donc là, si j'ai envie de construire un dataset de reconnaissance, de détection de forme de nuages, eh bien, j'ai juste besoin de fournir des images de nuages et de les labelliser, donc de leur donner un nom à chaque image. Il n'y a pas besoin de milliers et de milliers d'images. À partir, on va dire, idéalement, il faudrait 1 millier d'images par classe, par label. Ça, c'est dans l'idéal, si vraiment vous voulez le maximum de qualité. Mais à partir de 100, 200 images, ça commence à fonctionner vraiment très, très bien. Et là, ça, c'est un dataset qui a été conçu par une de mes collègues qui s'appelle Sarah Robinson. Et vous voyez, il y a à peu près 200 images par label. Donc, ça, c'est le travail que vous devez fournir. C'est votre dataset privé. Et ensuite, vous lancez un entraînement. Alors, par expérience, vous lancez d'abord un entraînement le plus court possible. Donc là, j'ai lancé un entraînement d'1 heure parce que on est des êtres humains, l'erreur est humaine, on fait des erreurs.
Et donc, ce premier entraînement vous permet d'avoir une idée de comment va se comporter votre modèle et généralement, il vous permet de détecter des erreurs que vous avez faites. Ok, donc moi, typiquement, ça m'a permis de voir qu'il y avait des erreurs de label, des images qui n'avaient pas le bon type de nuage. Et donc, d'améliorer le dataset et de lancer juste après un entraînement un peu plus long, ici avec 3 heures. Donc, vous voyez la différence. Ici, j'ai un modèle avec une précision de 91%, et ici, j'arrive à 97%. Et une fois que j'ai mon modèle, ben, je peux tout à fait... excusez-moi, voici un des outils quand on fait de la classification d'images qui vous permet de voir là où il y a des problèmes et là où ça marche bien. Donc là, typiquement, vous voyez mon modèle sur des cumulus cumulonimbus, des cirrus, des altostratus, il fonctionne très très bien. Il arrive à plus de 80%, voire même à plus de 95%, à détecter les images, à les reconnaître. Sur l'altocumulus, c'est très mitigé. Une fois sur deux, quasiment, il se trompe et il détecte autre chose. Donc ça, en général, il y a deux causes. Soit j'ai pas le même nombre d'échantillons, j'ai beaucoup moins d'échantillons, et c'est le cas pour mes altocumulus, j'ai moins d'échantillons d'images. Et pire que ça, j'ai aussi beaucoup trop d'images qui se ressemblent. Donc, je pense que n'importe qui peut construire un dataset, mais ça va devenir une sorte d'art. Si vous voulez un très très bon dataset, il faut que ce soit un dataset équilibré. Il faut que vous arriviez à diversifier, à avoir le maximum d'exemples différents, et puis faire en sorte aussi que ce soit à peu près équilibré. Donc, bien sûr, il y a une très grande latitude, mais si vous avez si vous avez 10 images pour un exemple, là vous en avez 1000 pour un autre exemple, là vous avez un souci, d'accord? Et donc là, typiquement, le dataset est à améliorer pour l'altocumulus. Une fois que vous avez votre modèle, bah, vous pouvez le servir. Donc, il y a juste le déploiement est automatique et vous pouvez faire des prédictions. Donc ça, c'est une photo, bien sûr, qui ne fait pas partie du dataset. C'est une photo qui vient de mon smartphone que j'ai prise en Pologne. Et là, ça arrive à 97% à me dire que c'est un cumulus et le résultat est très très bon. OK? Donc, encore une fois, je vous montre beaucoup d'exemples sur la vision parce que c'est extrêmement parlant, mais ça marche sur des images, sur de la vidéo, sur du texte et même sur des données structurées. Vous pouvez faire des classifications ou des modèles de régression automatisés. Donc là, c'est du machine learning, c'est plus du deep learning. Mais sur le deep learning, sur du texte, des images et des vidéos, vous pouvez faire de la classification, de la détection personnalisée. Ça, c'est peut-être un peu plus parlant pour vous. On est en train de regrouper sur la plateforme AI tous ces modèles-là. Donc la plateforme AI, elle est aussi bien pour les experts, donc les data scientists, que les développeurs. Et donc tout ce qui est AutoML est regroupé sous cette plateforme-là. Et là, vous voyez ce que vous pouvez faire d'ores et déjà à partir d'aujourd'hui. Donc typiquement sur les nuages, je veux faire de la classification, pas de la classification vidéo, de la classification d'images. Je veux savoir dans quelle case je devrais ranger mon image. Bien sûr, ça peut être plus évolué que ça. Vous pouvez faire de la classification avec plusieurs labels sur une image. Par exemple, reconnaître que dans une assiette, j'ai une salade et des tomates et des pois chiches. Et puis encore plus loin, et ça j'adore ça, vous pouvez faire de la détection d'objets bien précis au sein d'images ou au sein de vidéos. OK? Alors, je fais une petite démo. Donc, si vous êtes en train de me suivre en direct, vous allez pouvoir la faire en même temps que moi. Dans cette petite vidéo, on va faire de la détection sur des selfies. D'accord? Alors, bien sûr, on peut reconnaître des gens qui sont joyeux, surpris, etc. Mais je me suis dit, tiens, on va essayer de détecter si la conférence vous plaît, si la présentation vous plaît, vous allez me tirer la langue. Si vous êtes un peu fatigué, vous allez pouvoir bâiller, voire même dormir si c'est un peu barbant. Ok. Et donc pour ça, j'ai construit un modèle de classification d'images avec AutoML Vision. Voici l'architecture vous allez pouvoir à partir de vos téléphones ou en tout cas de vos webcams m'envoyer un selfie. Le selfie va déclencher une fonction cloud automatiquement. Tout ça, c'est du serverless. Donc, c'est instancié quand il y en a besoin. Je fais appel à l'API Vision et à mon API privé AutoML Vision que j'ai créé à partir de mon dataset et vous allez voir le résultat sur votre client. OK? Et puis, j'ai une petite application App Engine pour administrer tout ça. Je vais vous directement dans le chat pour ceux qui ont accès au chat. OK? Voilà. Et puis, pour les autres, je vais vous... Voilà, vous pouvez vous connecter avec... Ah, excusez-moi. Vous pouvez vous connecter avec ce QR code là, où vous pouvez entrer l'URL
bit.ly/ml Cloud Sud. D'accord? Je vous laisse encore un petit moment pour vous connecter, d'autant plus s'il y a peut-être un petit décalage de quelques secondes avec le streaming. OK. Et donc, normalement, vous devriez... Ah, je suis déjà passé, excusez-moi. Voilà. Donc, veuillez rafraîchir la page. Hop. Voilà. Donc, je vais passer à l'étape 1 en mode API de machine learning. Voilà. Donc, si vous activez la caméra, vous pouvez essayer de détecter, de déclencher la reconnaissance d'une de ces 4 émotions. Donc, par exemple, excusez-moi, là, c'est une autre caméra. Et donc, avec un petit sourire. Donc là, peut-être que j'ai déclenché voilà, vous voyez, il y a un petit délai, mais maintenant ça va être beaucoup plus rapide. Donc là, ça reconnaît très très bien le fait que je sois joyeux. Je vais essayer d'être surpris. Voilà. Et puis, vous voyez, la surprise à 80% est reconnue. Et je vais passer en mode auto-email. Et cette fois-ci, si vous rafraîchissez la page, vous pouvez essayer de me tirer la langue. Vous pouvez essayer de bâiller ou de dormir. OK? Et là, la moustache en mode auto-ML va être aux couleurs du drapeau français, aléatoirement. OK. Je vais faire un autre essai et puis on va voir. Donc, bien sûr, je disais, bien sûr, j'ai entraîné ce modèle-là avec des images de moi. Donc, heureusement que ça fonctionne sur des images de moi. Donc, on pourrait dire que je triche un peu. OK. Mais là, on va voir exactement, en fait, tous les résultats. Donc, j'espère que je ne suis pas tout seul. Ah, bon, bah, je suis un peu tout seul. Et personne d'autre a fait la démo en même temps que moi, c'est pas grave. Donc, vous voyez, la reconnaissance de quelqu'un qui sourit, de quelqu'un qui est surpris, de quelqu'un qui tire la langue, de quelqu'un qui bâille. Personne ne dort, j'ai endormi personne. OK. Et comme on est capable de détecter des objets bien précis, eh bien, on peut faire cette détection, par exemple, de tous les participants qui ont des lunettes. OK. Voilà. Je vais accélérer un petit peu. Voilà. Alors, un des outils qui vous permettra de connaître si votre modèle est bon ou pas, ce sont les positifs et les négatifs. Donc, les positifs, ce sont les résultats qui sont retournés par votre modèle. Et donc, vous avez les bons résultats qui sont les vrais positifs. Et les résultats qui sont retournés mais que vous n'attendiez pas, qui sont les faux positifs. D'accord? Et à l'inverse, les résultats qui ne sont pas détectés ou pas reconnus, si c'est normal, eh bien, ce sont des vrais négatifs. En revanche, si vous les attendiez, ce sont les faux négatifs. Et donc, les faux, ce sont les deux types d'erreurs possibles. Et bien sûr, les positifs, pardon, les vrais résultats sont les bons résultats. Vous avez deux types, vous allez avoir deux métriques qui vont vous intéresser. La précision du modèle, si vous voulez obtenir des résultats qui sont les plus pertinents possibles. Là, vous allez vouloir minimiser les faux positifs. D'accord? Donc ça, c'est un terme, vous pouvez raisonner en termes de qualité de votre modèle, la précision du modèle. Une autre métrique, et qui est une autre façon de voir, c'est si vous voulez obtenir le plus de résultats pertinents. Cette fois-ci, vous allez utiliser une autre métrique qui est le recall, le rappel en français. Et cette métrique minimise le nombre de faux négatifs. Et donc, en général, vous vous concentrez sur une des deux métriques. Si on soulève le capot sur les techniques AutoML, voici les trois techniques de base. Ce que nous, on appelle du meta-learning, c'est un papier de chercheur Google, Network Architecture Search, donc NAS. Avant de lancer un entraînement, on fait déjà un premier entraînement pour explorer différentes architectures possibles. C'est extrêmement consommateur en ressources. C'est pour ça qu'on a du hardware dédié, des TPU, Tensor Processing Unit. Et ça nous permet de choisir pour AutoML la meilleure architecture avant de lancer un entraînement. Pour l'entraînement, ça c'est connu des experts, le transfer learning est en fait ce qui va, grâce à AutoML, construire des nouvelles couches dans le réseau neuronal. Ça c'est l'existant et grâce à vos données, vous allez construire des nouvelles couches pour personnaliser, pour
pour spécialiser votre domaine, en fait, pour faire de la reconnaissance personnelle. Et un autre algorithme ici qui dépasse ce que les experts savaient faire, c'est du peaufinage, de l'optimisation des hyperparamètres. Donc typiquement, et ça c'était vérifié sur les 10 dernières années, un expert était capable de peaufiner les hyperparamètres et d'obtenir un de ces optimas-là. Et l'algo qu'on appelle Hypertune en interne et qui est disponible sous forme d'une API Visir va vous permettre d'obtenir un meilleur optimum. OK. Ça, un petit exemple. Ça, c'est un projet, c'est une page web. Ça, c'est ce qu'il y a sur mon bureau juste à côté de moi. C'est une vidéo que j'ai enregistrée en détourant des composants électroniques sur une carte électronique. Et en fait, j'ai réussi à entraîner sans aucune connaissance ce modèle qui, vous voyez, maintenant, je fais du temps réel. Je passe une carte électronique sous ma caméra sur mon bureau et il est capable de détecter des composants électroniques. Et j'ai juste eu besoin d'une centaine d'images en entrée, pardon. Et ça, voilà, je ne sais pas je ne sais pas comment construire un tel réseau neuronal, mais le résultat est extrêmement bon. Il y a juste un composant qui est loupé ici, et c'est un composant qui est un petit peu caché, voilà. Mais je sais comment améliorer. Il suffit que je donne un contre-exemple, que je donne cet exemple-là, et lors de la prochaine itération, ça fonctionnera. Ça tourne dans une page web avec un export de modèle TensorFlow JS. OK? Alors, je vais conclure. Si vous voulez faire plus de machine learning, TensorFlow et PyTorch sont les deux écosystèmes qui se sont imposés. TensorFlow est bien sûr euh, énormément utilisé chez Google. Il y a un écosystème exhaustif et c'est aussi le repo le plus plébiscité et de loin sur GitHub. C'est de l'open source complet. Vous trouverez énormément de ressources. Donc, petit résumé. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? En termes de temps, si vous utilisez les API ML, vous avez besoin uniquement de quelques heures. Ma première démo avec la détection, avec l'affichage d'une moustache entre le nez et la bouche de quelqu'un, ça m'a pris un après-midi. Donc en 2 heures, vous arrivez à intégrer la fonctionnalité et puis on va dire en une demi-journée, vous arrivez à faire un prototypage. AutoML, de façon plus réaliste, pour créer un modèle, il va vous falloir 2 jours. Moi, il m'a fallu 2 jours pour créer le modèle de classification, de détection des gens qui me tirent la langue, qui bâillent et qui dorment. C'est à peu près aussi le temps qu'il m'a fallu pour créer le modèle de détection des composants électroniques avec de la classification, avec la détection d'objets bien précise. Si vous voulez développer de l'expertise, il vous faut au minimum des semaines, je dirais plutôt des mois, voire des années, et vous allez très généralement vous spécialiser dans un domaine. Voilà, donc c'est là où c'est intéressant d'avoir ces trois pans. Savoir qu'il y a des modèles préexistants, que vous pouvez créer vos propres modèles grâce à AutoML et puis creuser encore plus. La difficulté avec les API ML, il y en a absolument aucune. C'est une API qui suffit d'utiliser. Pour AutoML, il faut créer le dataset. Voilà, c'est la valeur ajoutée, c'est ce que vous apportez, c'est ce qui va créer, qui va constituer la qualité du modèle que vous allez générer. Et bien sûr, si vous développez de l'expertise, il faut maîtriser à peu près tous les maillons de la chaîne, d'accord? Mais le cloud, les fournisseurs de cloud vont vous faciliter la vie en vous donnant les outils pour faire un entraînement qui, au lieu de prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines sur un ordinateur local, vous allez pouvoir faire ça dans le cloud. Donc ça, ce sont des raccourcis que vous obtiendrez. Ça, ce sont des tutos si ça vous intéresse de savoir d'avoir des exemples sur différentes fonctionnalités que je vous ai montrées. J'ai dû écrire à peu près la moitié des tutos. Et j'ai aussi sur Medium et sur GitHub des articles où je vous montre comment en 300 lignes de code détecter des objets, extraire des animations. OK. Comment rajouter une petite moustache à tout le monde. Donc le code, il est même live et la démo est live, pardon. Et ça, c'est aussi un exemple où comment en 300 lignes de code, vous pouvez générer une animation qui vous représente un résumé d'une vidéo. Ça, c'est en 10 secondes, je sais ce que cette vidéo de 3 minutes comporte. J'ai différentes séquences avec les objets principaux. D'accord? Et bien plus encore. Ça, c'est une petite BD qui a été faite par Google AI. Vous y retrouverez toute la terminologie du machine learning, bien plus que ce que je vous ai montré. C'est très sympa si vous voulez faire un petit refresh, vous rafraîchir la mémoire. OK, je vous donne le lien et tout de suite. Voilà. Donc, je vous donne le lien sur la présentation, le lien pour envoyer du feedback, le lien pour la BD et le lien pour
les Code Labs, si ça vous intéresse. Voilà, c'est dans le chat. Et maintenant, on a quelques minutes si vous avez des questions. J'ai pas vu passer de questions dans le chat. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Pas de questions? Ouais, je vais attendre encore 2-3 minutes. Ce que je peux vous dire, c'est que, alors bien sûr, si vous êtes intéressé par ce que je vous ai montré, vous pouvez me suivre sur Twitter à Picard Paris. Sur, sur GitHub, donc vous trouverez le code, si j'arrive à retourner en arrière. Donc sur GitHub, vous trouverez le code qui permet de faire ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire ça avec le nombre minimal de lignes, mais en revanche, quand vous êtes capable de le faire avec peu de lignes, ça signifie que vous avez une solution qui est très très propre, qui est très lisible et dans laquelle il y aura très peu de bugs. Euh, plus vous avez de lignes de code, plus vous avez de bugs. Voilà. Et donc aussi, ça permet d'avoir des solutions qui sont très très maintenables. C'est assez appréciable. Et puis, ça vous permet de découpler les solutions. Si vous avez un modèle AutoML, bah, ça permet d'avoir différentes itérations, différentes versions. Et tout en appelant une seule API, il suffit de changer la version ou le endpoint, vous pouvez switcher d'un modèle à l'autre très très facilement. OK. Toujours pas de questions? OK. Bah écoutez, j'attends encore une minute. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si vous n'avez pas vu la présentation de Guillaume Blaquière ce matin sur le serverless, je vous y invite fortement. Alors pas forcément parce qu'il s'agit de Google. Serverless comme le machine learning, c'est les deux révolutions qui moi m'ont attiré vers le cloud il y a quelques années. Le serverless, c'est ce qui vous permet de façon très très efficace de déployer votre code dans le cloud et de façon très efficace économiquement aussi, puisqu'en fait, là, ma démo, par exemple, elle est purement serverless. C'est uniquement quand vous faites appel à l'application ou à la fonction ou au container qu'une instance est déployée et que le service est actif. Et donc, vous ne payez que pendant le véritable utilisation de ces différents services. Ça, économiquement, c'est très sympa. Si vous vous souvenez, j'étais cofondateur d'une société. Au début, quand on démarre dans une startup, on n'a pas les moyens en général. Et voilà. Et le serverless vous permet de démarrer et puis de scaler automatiquement en fonction des besoins. OK. Donc là, je pense que la vidéo de Guillaume, où il a couvert tout ce qui était possible de faire, merci Moslem, tout ce qui était possible de faire en serverless. Et donc typiquement, dans quasiment toutes mes démos depuis ces dernières années, je fais et du serverless et du machine learning. J'arrive encore à être bluffé et je pense que c'est que le début. Voilà. Je vais arrêter là. Un grand merci à tous ceux qui m'ont suivi en live. Je vais laisser la démo en mode AutoML pour ceux qui arriveraient un peu plus tard. Vous pourrez faire des essais donc en me tirant la langue et j'espère que je vous aurai pas endormi. Grand merci à tous et puis amusez-vous bien, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!